Je suis Stéphane Héloïse Grain, je suis effectivement la directrice exécutive de Digital Africa, qui est une initiative lancée par le président de la République française Emmanuel Macron en 2018 pour soutenir les entrepreneurs tech africains dans leur capacité à concevoir et passer à l'échelle des innovations de rupture au service de l'économie réelle. Donc nous représentons à la fois des capacités d'investissement du groupe AFD et un tas d'actions d'accompagnement pour permettre aux startups africaines de devenir des vraies futures licornes. Et auparavant, en fait, moi j'ai un parcours, je suis très attachée au monde de l'éducation. On parlait tout à l'heure de pédagogie. Oui, exact. Je suis également chercheuse et enseignante. J'ai fait une thèse de doctorat sur un algorithme de recommandation qui est utilisé par Spotify pour faire de la recommandation en ligne. Et j'ai travaillé également sur les questions éthiques liées à l'intelligence artificielle dans mon travail de recherche. Et je travaille sur l'Afrique depuis maintenant bientôt 10 ans. J'ai travaillé pour le ministère des Affaires étrangères français il y a bientôt 10 ans. J'avais créé un premier cycle de conférences sur les questions de numérique en Afrique. J'ai également travaillé pour une start-up dans le domaine de l'éducation qui s'appelle Open Classroom, que j'ai aidé à développer sur le continent africain en montant des programmes avec des gouvernements, des employeurs pour aider les talents tech africains à trouver un emploi. Donc voilà, le numérique, la tech, l'innovation et l'Afrique, c'est ma passion et c'est mon expertise. L'éducation avec. Et l'éducation avec, oui. Absolument. Maintenant, vous êtes au Rwanda? Oui. Quel est l'état des lieux du Rwanda Tech Écosystème? Avez-vous fait un état des lieux? Bien sûr. Ouais. Alors l'écosystème rwandais, je pense qu'il est très intéressant pour l'Afrique, parce qu'il est d'abord en train de grossir, mais ça fait déjà plusieurs années qu'il a initié les choses. On sait qu'au Rwanda, on trouve de très bonnes universités, qu'il y a beaucoup de talents qui sont formés au Rwanda sur les questions d'innovation, de technologie, de numérique. On sait aussi que le gouvernement rwandais a été assez innovateur en la matière et a poussé énormément la numérisation de son administration, de toute l'organisation de la société. Et puis, nous, ça nous intéresse particulièrement parce que le Rwanda, c'est un pays francophone et anglophone. Et qui permet d'adresser aussi bien la région et la sous-région de l'Afrique centrale, mais également l'Afrique de l'Est. Donc on est très intéressé à l'écosystème rwandais. En plus, il y a peut-être pour toutes ces raisons plusieurs startups qui ont bien marché et qui marchent bien en Afrique, comme Andela ou Zipline, qui se sont installés au Rwanda en premier lieu. Donc c'est pour ça que nous, Digital Africa, avons aussi choisi le Rwanda comme point de départ de notre rayonnement sur l'ensemble du continent, puisque nous sommes une initiative panafricaine. Et quels sont les projets de Digital Africa au Rwanda, incidemment dans la sous-région? Tout à fait. Alors pour l'instant, nous avons lancé un programme de bourse de formation au métier du numérique. Donc nous formons des jeunes talents au métier du numérique dans 12 pays d'Afrique, dont au Rwanda. Donc ça fait partie, disons, des premiers projets que nous amenons concrètement là, ce qui est vraiment, ciblé sur les talents et la formation. Nous sommes également en discussion avec plusieurs partenaires sur le sujet des politiques rwandaises et de comment est-ce qu'on peut créer un environnement politique favorable à une tech made in Africa. Et on sait que le Rwanda est très attaché à cette question-là aussi. Donc nous discutons avec le gouvernement ICT, avec le ministère des ICT au Rwanda pour créer un policy lab, c'est-à-dire un espace qui permettrait en fait d'expérimenter qu'est-ce que les politiques peuvent faire pour favoriser l'émergence d'une réglementation, de tout un système d'incitation pour permettre à une innovation africaine de se concevoir, de grandir et de passer à l'échelle. Et puis nous avons également un réseau de partenaires au Rwanda qui justifie du coup notre présence et notre fort intérêt. Et donc le Rwanda est pour nous également très important pour tout le réseau de partenaires qu'on trouve sur place. Ce matin, j'étais avec l'African Institute of Mathematical Science, AIMS, que vous connaissez aussi. Nous avons signé un accord de partenariat. Nous allons commencer à déployer avec eux aussi bien des actions dans le domaine de la formation des talents tech et permettre aux meilleurs ingénieurs africains qui viennent de toute l'Afrique pour se former chez AIMS. Au Rwanda? Oui, ils viennent au Rwanda pour se former chez AIMS. Et nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir proposer à ces talents de trouver également des opportunités dans l'économie numérique, dans l'économie des startups, de trouver des emplois.
Donc on sait qu'au Rwanda, on trouve des partenaires, des talents, des jeunes qui sont bien formés, des universités qui permettent de co-construire des curriculums, des parcours de formation. On trouve également des politiques publiques incitatives et intéressées naturellement à la question du numérique et de comment soutenir l'innovation numérique en Afrique. Et nous commençons également à discuter avec des investisseurs. Donc vous allez voir qu'on a bientôt toutes les composantes essentielles à l'émergence de belles pousses dans le domaine de la technologie en Afrique. Oui, vous parlez des investisseurs. J'ai vu que la France a injecté 130 millions d'euros dans Digital Africa. Oui. Et pourtant, il y a d'autres partenaires. Quelle est la part des autres partenaires, Union européenne ou Union africaine? Alors, les 130 millions d'euros qui ont été annoncés par le président de la République Emmanuel Macron au sommet Afrique-France en octobre sont injectés par la France via le groupe AFD, Agence française de développement, et sa filiale dédiée au secteur privé qui est Proparco, dont nous nous rapprochons actuellement pour justement faire en sorte que Digital Africa et que cet argent et cette ressource soient encore plus efficaces et mieux alloués dans le sens de créer un continuum depuis l'extrême, disons, démarrage des projets, ce qu'on appelle l'ultra-amorçage dans le jargon, jusque le moment de la croissance qui commence à bien se porter et de l'hypercroissance, c'est-à-dire, là aussi dans le jargon, on appelle ça les séries A, série B, série C, série D, etc. Et donc nous travaillons, donc les 130 millions qui ont été annoncés sont bien c'est l'investissement et comment dire l'engagement que prend la France par l'intermédiaire du groupe AFD et Digital Africa pour soutenir les startups africaines depuis l'ultra-amorçage, depuis leur genèse et leur idéation, depuis la bonne idée qui émerge jusque le moment où elles commencent à créer de l'emploi, recruter des gens, et donc avoir besoin de davantage d'investissement. Digital Africa, nous représentons ce segment qui est donc vraiment du démarrage. Et donc pour ce faire, nous allons déployer des programmes de financement comme des programmes d'accompagnement sur les compétences, sur tout ce dont peut avoir besoin un entrepreneur pour initier et garantir parce que c'est pas tout d'avoir la bonne idée et de dire j'ai une bonne idée et je la lance. C'est qu'ensuite il faut avoir tous les bons outils pour pouvoir survivre jusqu'au passage à l'échelle. Donc Digital Africa met en place des programmes d'accompagnement non financiers, comme je vous le disais, comme des accompagnements financiers. Nous avons déployé par exemple avec Proparco l'année dernière le fonds Bridge, qui est un fonds de crédit relais, un financement qui permet en fait de patienter entre deux levées de fonds. Vous savez que l'accès au financement étant quand même le nerf de la guerre de n'importe quel projet entrepreneurial, c'est important de pouvoir aussi avoir des relais quand vous ne pouvez pas parvenir à ce qu'on appelle une deuxième levée de fonds parce que vous avez des difficultés à faire vos chiffres, parce que le marché se contracte, parce qu'il y a une pandémie ou parce que vous avez d'autres difficultés. Donc nous, pendant la pandémie de Covid-19, Digital Africa avons décidé de lancer ce fonds Bridge avec Proparco. Et c'est un des exemples de ce que nous avons déjà fait, puisque vous parliez de 130 millions, mais la France avait déjà mis en place 65 millions depuis le lancement de l'initiative Digital Africa au service des startups et de la tech africaine. Donc pour répondre également à votre question, à ce jour, sur ce que Digital Africa développe comme programme, nous avons également des financements de la part de partenaires allemands et européens. Donc effectivement, nous avons lancé des programmes, notamment avec un programme financé par l'Union européenne autour des liens entre les hubs d'innovation africains et européens. Et nous avons également cofinancé ce programme de bourse dont je vous parlais tout à l'heure avec les Allemands. Mais l'Union européenne, la Banque africaine de développement ont également d'autres programmes de financement pour soutenir l'entrepreneuriat en Afrique, pas que technologie. Je pense au programme Boost Africa par exemple, tout comme la France a également d'autres programmes de financement pour soutenir l'entrepreneuriat au sens large en Afrique. Proparco par exemple, dont nous nous rapprochons, a un programme qui représente 6,5 milliards d'euros d'investissement qui là concerne tout l'entrepreneuriat africain. Nous, Digital Africa, représentons la partie technologique et la partie start-up dans le secteur de l'innovation. Avez-vous des demandes des pays environnants, la Tanzanie, le Kenya, la République démocratique du Congo? Alors,
Nous, en fait, on a des demandes. Nous sommes un programme panafricain, par essence. Voilà. Et donc, nous avons des demandes, effectivement, des entrepreneurs. Notre cible et notre mission, c'est vraiment d'être au service des entrepreneurs de la tech. Et ces entrepreneurs, ils viennent du Ghana, ils viennent de Tanzanie, ils viennent du Kenya, du Rwanda, du Sénégal, du Maroc, de la Tunisie ou d'Afrique du Sud. Et nous sommes attachés à pouvoir répondre à leurs demandes, où qu'ils soient, j'ai envie de dire. Donc, c'est pour ça que nous avons aussi nous-mêmes misé beaucoup sur la technologie, pour pouvoir développer cette approche panafricaine et utiliser Internet et les technologies, et notamment la data, pour pouvoir mieux comprendre les besoins des entrepreneurs où qu'ils soient et leur proposer des solutions à leurs problématiques, que ce soit en matière de financement, en matière de compétences, en matière d'accès eux-mêmes à de la data ou à avoir un environnement, on va dire, propice au développement de leurs projets. Et donc c'est par cette approche data que nous pouvons aujourd'hui avoir cette footprint panafricaine et s'intéresser et répondre aussi bien à un entrepreneur qui se trouve en RDC qu'au Rwanda, bon c'est pas très loin, mais s'il est au Ghana par exemple, ou en Tunisie ou en Afrique du Sud. Et aujourd'hui nous avons également des bureaux et une empreinte locale par le biais de nos collaborateurs. Donc ici au Rwanda, nous avons un bureau que nous allons bientôt ouvrir. Nous avons également des collaborateurs en Tunisie, au Sénégal. Et nous nous apprêtons à lancer un appel à candidature pour recruter des partenaires localement qui seront eux aussi, on va dire, vraiment intéressés à soutenir la mission de Digital Africa et à dire moi je veux justement exprimer le point de vue de l'écosystème local, faire remonter les besoins de tous les entrepreneurs que je connais bien, que je suis susceptible avec lesquels je suis susceptible d'échanger quotidiennement, etc. Identifier les bons projets, identifier les bons partenaires. Voilà un petit peu notre approche pour avoir cette footprint ou cette capacité, disons, d'adresser l'ensemble du continent. Est-ce que Digital Africa a surmonté la crise de gouvernance qui a vu partir M. Sy, franco-malien, c'est ça? Quelles leçons en avez-vous tirées? C'est comme toute crise, j'ai envie de dire, il ne faut pas gâcher les bonnes crises, comme dirait Winston Churchill. Donc effectivement, ça a été un moment difficile pour l'organisation, pour les personnes dans l'organisation, pour tout le monde. Mais nous avons appris beaucoup de choses, je crois. Et les leçons que nous en avons tirées, c'est qu'il faut véritablement rester orienté le plus possible sur l'impact. C'est les opérations réelles, concrètes, c'est ce qu'on amène aux gens et ce qu'on est capable de leur proposer comme solution qui doit rester sans arrêt. L'horizon et la ligne d'horizon de tout projet et d'un projet en particulier qui s'attache à soutenir des entrepreneurs depuis le stade de l'amorçage. Donc j'ai envie de dire, nous avons nous-mêmes vécu une crise un peu comme des entrepreneurs, c'est-à-dire quand on monte un projet, quand on le développe, on traverse des moments plus ou moins heureux, des moments plus ou moins faciles, des moments qu'on appelle d'ailleurs des moments de solitude aussi ou des moments de traversée du désert. Donc j'ai envie de dire que nous avons appris en tout cas qu'il faut absolument rester panafricain. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que l'enjeu de Digital Africa est de pouvoir réellement construire ce support système, ce système d'aide panafricain et de soutien aux entrepreneurs. Le deuxième enjeu, c'est de renforcer la capacité d'accès au financement de manière transparente et j'ai envie de dire la plus ouverte possible. Donc toujours dans cette idée de pouvoir être panafricain, il faut aussi permettre aux financements qui sont disponibles dans l'aide publique au développement, dans ce qu'un État peut mettre à disposition au titre de la coopération et de l'aide publique au développement. Sur ces sujets-là, nous avons appris à être encore plus exigeants en matière de normes, mais aussi en matière d'efficacité et d'impact, d'être aussi disponible que pendant une crise Covid, et on l'a montré, pendant une crise Covid, il faut pouvoir répondre immédiatement aux besoins et aux difficultés. Donc toutes ces leçons-là, j'ai envie de dire, nous permettent aujourd'hui de regarder plus loin et de regarder comment également il faut pouvoir réunir peut-être des personnes qui étaient jusque-là un peu moins adressées par cette organisation, comme notamment, on l'avait mentionné tout à l'heure, les investisseurs, mais également le monde de la recherche et le monde académique, parce qu'un écosystème d'innovation est ce qui permet à une entreprise de faire émerger une technologie au service de l'économie réelle qui va avoir un vrai impact pour le citoyen, pour
l'enfant qui a besoin d'accéder à des ressources pédagogiques, à se former, pour la personne qui a besoin de soins en matière de santé. Il faut une diversité de profils, il faut vraiment faire collaborer des gens aux profils très différents. Donc il faut des entrepreneurs, bien évidemment, qui ont les bonnes idées ou qui peuvent en tout cas réussir à implémenter les bonnes idées. Il faut des investisseurs, je me répète, mais il faut également des chercheurs, parce que la valeur d'une innovation vient aussi de sa capacité à être réplicable. Et pour pouvoir déterminer si elle est réplicable, il faut de la connaissance, il faut produire de la connaissance, il faut des brevets, des choses comme ça. D'où également notre proximité avec l'African Institute of Mathematical Science, par exemple, ou d'autres universités. Mais il faut également des réseaux de soutien aux entrepreneurs, comme les incubateurs, les accélérateurs, etc. Et puis enfin, il faut des représentants de politique publique. Et on pense chez Digital Africa que chacune de ces 5 personas, de ces 5 profils, a toute sa place, à la fois dans notre organisation, mais également dans nos programmes, pour pouvoir apporter les solutions aux entrepreneurs sur le continent. Nous sommes pris par le temps. Vous avez un agenda très serré. Qu'est-ce que vous pensez que je n'ai pas demandé, que vous auriez envie de dire? Très intéressante, c'est peut-être de revenir au pourquoi, en fait. Pourquoi, c'est quoi le but du but de ces organisations, de tout ce que, aussi bien l'Union européenne, la France, mais également l'Allemagne, tous ces pays peuvent mettre en place. Et je crois qu'aujourd'hui, à un moment où on est en train de regarder l'avenir différemment aussi, parce qu'on a vécu une pandémie de Covid-19 qui a accéléré la transition numérique, qui a rendu tout ça encore plus, j'ai envie de dire, qui nous a projetés dans un monde dans lequel on n'était peut-être pas encore complètement clair et prêt à aller. Je crois qu'il faut vraiment se rappeler que c'est l'Afrique qui va nous montrer la voie, et que réellement ce qui se passe en Afrique aujourd'hui, c'est pas du demain, de demain, comme on a souvent tendance à penser que l'Afrique est le futur. C'est réellement notre horizon à tous pour aujourd'hui et pour demain.